Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence. Je vois que vous êtes, malgré la forte affluence au salon, vous avez trouvé le chemin de la salle et je vous en remercie. Nous sommes ravis, BCO Conseil, de participer à cette première édition de EnviroPro en Grand Est. Après l'édition de Angers, il était important de décliner ça aussi dans notre région. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter une conférence donc, sur la crise énergétique des entreprises, anticiper et décider, c'est-à-dire comment réorienter la gouvernance d'une entreprise en fonction des obligations de la crise sans annihiler les effets positifs que l'on souhaite pour la transition énergétique. On s'adresse essentiellement aux entreprises, mais bien évidemment, les entreprises sont hébergées par des collectivités et nous aurons un volet collectivité dans la présentation. Je vais commencer brièvement par vous présenter l'entité BCO Conseil. Nous sommes donc un cabinet de conseil en stratégie énergétique et en stratégie industrielle qui s'adresse aux territoires et aux entreprises. Et nous intervenons selon 4 axes principaux qui sont l'établissement bien évidemment d'une stratégie, le lien avec l'ensemble des énergies renouvelables, puisque aujourd'hui tout le monde en est conscient, les solutions n'arriveront que par du mix énergétique, il n'y aura pas une solution unique qui permettra à chacun de faire sa transition. Nous avons un juriste en droit de l'énergie, droit de l'environnement et droit de l'Union européenne qui permet de contextualiser, puisqu'on voit aujourd'hui des évolutions réglementaires depuis l'été 2021 qui sont à un rythme rarement connu dans les énergies. Et enfin, nous permettons également de marketer les solutions de transition énergétique, d'en assurer la communication, puisqu'il est important, lorsque l'on met en place des bonnes pratiques, de pouvoir également communiquer dessus de la bonne manière pour le valoriser. Ce qui reste avant tout la priorité de l'entreprise, c'est de pouvoir vendre ces solutions. Donc, nous sommes un cabinet bragard de Saint-Dizier, donc pas très loin d'ici, mais qui rayonne à l'international. Nous avons des partenaires et des clients dans à peu près tous les pays de l'Europe et essentiellement également, on est sorti des frontières pour aller jusqu'au Canada, en Arménie, en Géorgie. Aujourd'hui, ça nous permet d'assurer également une cohérence de nos solutions et de nos stratégies par rapport à ce qui a fonctionné ailleurs et ce que l'on peut répliquer chez nous. Quelques exemples de missions que l'on a menées auprès d'institutions. Donc on a accompagné le Grand Reims dans sa stratégie hydrogène. On accompagne également les services industriels de Genève, le canton de Genève, dans ses stratégies biométhane et hydrogène renouvelable. Et enfin, on accompagne aussi le ministère des Armées pour tout ce qui concerne l'économie circulaire d'équipements en fin de vie. Enfin, quelques missions auprès d'entreprises où là, on va retrouver de la start-up Supervision, qui est une start-up troyenne, ou Exact Robotics, qui est le bras armé d'Excel Industries pour la vitivinie, jusqu'à Cristal Union, que l'on accompagne sur sa stratégie biogaz et décarbonation. Voici donc les 4 personnes qui composent aujourd'hui le cabinet, et je resterai disponible à l'issue de la conférence pour éventuellement échanger avec ceux qui le souhaiteront. Alors, la transition énergétique des entreprises, de quoi parle-t-on ? Tout simplement, on va décliner dans cette présentation le contexte dans lequel on mène cette conférence, le constat qui est celui que BCO Conseil fait, les implications chez les dirigeants que l'on accompagne et chez les dirigeants que l'on a la chance de pouvoir écouter. Et enfin, comment passer à l'action et réussir sa transition énergétique en temps de crise. Alors le contexte, on va essayer de ne pas être trop alarmiste, mais malheureusement, on sait qu'il n'est pas rassurant. On voit bien que ces quelques exemples d'articles de presse montrent que le risque est autant sur le gaz que l'électricité, que le risque touche les prix comme les approvisionnements, et qu'il est pris en compte par les économistes comme par les politiques. Alors ce contexte-là, il nous permet de sortir des risques identifiés, qui sont le coût immédiat des énergies avec la révision des contrats, le maintien ou la réduction des lignes de production,
Des risques de licenciement également, et on voit que ça commence à arriver même dans des très grosses structures que l'on pensait à l'abri, qui avaient des contrats long terme qui permettaient normalement d'assurer une pérennité, et jusqu'à aller à la capacité à survivre. Lorsqu'on discute avec certaines fédérations du MEDEF ou de la CPME ici en Grand Est, on nous parle de 20 à 30% d'entreprises qui sont menacées à court terme. Donc ça n'est pas à négliger. Aujourd'hui, la question qui en ressort, c'est comment poursuivre sa transition énergétique en temps de crise. Et nous allons essayer d'apporter quelques éléments de réponse. Donc ce contexte, on le voit, hein, il est tant politique que microéconomique ou macroéconomique. Ça, on le décline pour l'entreprise. Mais qu'est-ce que la collectivité, puisque aujourd'hui, vous, dans l'assistance, autant que nous, être concerné par le dialogue avec les collectivités ou être même représentant de collectivités, qu'est-ce que la collectivité peut faire pour pouvoir agir sur ces différents éléments de contexte? Eh bien, il y a de la pédagogie et de la sensibilisation à faire. La commande publique également, au niveau microéconomique, est un vrai levier. La commande publique permet aujourd'hui d'assurer à l'échelon local une amorce de transition, un soutien à la transition chez les acteurs économiques territoriaux. Et bien évidemment, l'écoute et le recensement des besoins comme des capacités afin de pouvoir créer des synergies. Alors le constat, on vous a positionné ici quelques diagrammes qui sont issus d'une étude qu'on a réalisée dans la Marne il y a peu, auprès de dirigeants d'entreprises. Le constat, c'est que les dirigeants sont concernés et qu'ils sont conscients des changements à opérer. Si on regarde entre la partie de gauche qui représente l'avancement de la transition énergétique des entreprises aujourd'hui et la partie de droite qui est la projection en 2025, on voit que dès aujourd'hui, plus de 25% des entreprises ont une transition énergétique qui est effective sans ou avec label, là où en 2025, on dépassera les 50% d'entreprises qui auront progressé ou auront une transition énergétique effective. Donc ça veut dire que la démarche, elle est là, qu'elle est là dès aujourd'hui. Et pour 2025, atteindre ces objectifs-là, il faut que les actions soient menées dès maintenant. La deuxième partie du constat, c'est que malheureusement, le sujet de la transition énergétique, lui, n'est pas jugé prioritaire. Pour plusieurs raisons. L'horizon moyen a été fixé, il y a quelques années de cela, par les institutions à 2035. On avait des stratégies nationales et continentales qui allaient de 2030 à 2050, avec un horizon moyen à 2035 qui a été bousculé, qui a été précipité par l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en place depuis la crise sanitaire, depuis les effets de la guerre en Ukraine, avec Fit for 55 en juillet 2021, avec REPowerEU cette année, avec encore des nouvelles directives qui sortent. Et là, on a vu la directive AFIR pour tout ce qui concerne le transport routier qui a encore évolué sur les dernières semaines. Donc on avait ce contexte réglementaire qui faisait qu'on n'était pas prioritaire. Les priorités de l'entreprise, ça restera toujours le marché, puisque sans marché, sans réponse au marché, sans adéquation au marché, l'entreprise n'est rien. La deuxième priorité de l'entreprise, ne l'oublions pas, c'est la RSE. Alors la RSE sous son ancienne appellation, responsabilité sociétale des entreprises, et non pas responsabilité sociétale et environnementale. La responsabilité sociétale des entreprises, c'est un enjeu permanent, puisque la seule crise permanente que l'on vit depuis 5 ans maintenant, au sein des entreprises, ça reste la RH. Le recrutement, la formation, la fidélisation du personnel, la capacité à le faire progresser au sein de l'entreprise, ça reste aujourd'hui le seul enjeu permanent. Et donc ça vient se positionner sur la deuxième marche du podium. Et la transition énergétique arrive malheureusement en troisième. Alors ce n'est pas une fatalité, c'est juste que ça va générer de nouvelles implications pour les dirigeants. Quand je vous disais transition énergétique, de quoi parle-t-on ? On parle de modifications structurelles profondes des modes de production et de consommation.
Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que l'on en fait? Les modes de production, les modes de consommation, ils sont historiques, ils sont issus de l'histoire de l'entreprise, de son savoir-faire, de son emplacement géographique, de son développement. Et demain, on va devoir changer de logiciel en ce qui concerne les énergies. Là où nous n'étions que producteurs ou consommateurs, demain on sera acteur de l'énergie au sein de chaque entreprise et au sein de chaque collectivité. Chaque collectivité a également la même implication à avoir. On a vu récemment, avec une trentaine de piscines d'un groupe qui ont fermé brutalement du jour au lendemain, combien l'outil public est vulnérable à une crise privée. Si demain, la même résonance arrive dans un EHPAD, ce ne sont pas seulement des gens qui ne pourront plus assurer les cours de natation, ça va être des personnes qui ne seront plus prises en charge et qu'il faudra réussir à porter assistance. Donc aujourd'hui, la problématique, elle est forte pour les collectivités, elle est forte pour les entreprises, puisque là où avant, je négociais mes contrats de manière assez linéaire, avec une direction achat qui faisait très bien son office, demain, je vais devoir avoir plus d'anticipation. Quels sont les objectifs que l'on demande à ces entreprises? On leur demande des plans de sobriété. On leur demande des ambassadeurs sobriété. Il y a eu les 50 sites les plus polluants qui ont été convoqués récemment, la semaine passée, à l'Élysée, avec une demande de feuille de route sous 6 mois, feuille de route budgétisée, feuille de route déployable à court terme. Et bien tout ça, ça vient changer la façon pour le chef d'entreprise de gouverner son outil de travail. L'anticipation ne pourra plus se faire seulement sur des indicateurs maîtrisés. Aujourd'hui, les indicateurs sur le prix des énergies, sur les volumes disponibles des énergies, ne sont valables qu'à 3 mois. Au-delà de 3 mois, les indicateurs sont faux. Tout le monde le sait, mais qu'est-ce que l'on en fait? Eh bien, on va devoir décider autrement. On va devoir prévoir des outils à tiroir, des investissements à tiroir, avoir un autre dialogue avec son financeur également, pour que le financeur accepte ponctuellement d'aller financer du stock, là où avant le lean management avait le monopole. Demain, on va refaire certains stocks pour pouvoir produire quand l'électricité est disponible et à coût maîtrisé, et revendre lorsque l'on n'est pas sûr et que le marché sera sous tension. On va devoir également décider selon des jalons déclencheurs et se dire, je suis aujourd'hui dans l'incapacité de négocier un contrat pérenne, global et à long terme, je vais négocier des plus petits contrats, je vais diversifier mes approvisionnements et je vais ainsi me protéger de l'acteur unique qui pourrait faire défaut et me mettre à mal. Enfin, il va falloir également avoir la possibilité et la capacité demain de multiplier les actions de sécurisation et de contrôle au sein de sa chaîne énergétique. Alors sa chaîne énergétique, c'est quelque chose qui comporte l'ensemble de vos fournisseurs, de vos sous-traitants, de vos clients, parce que si l'un d'entre eux venait à être défaillant, vous perdez votre modèle de marché. Petit zoom sur les collectivités, sur comment on peut également déployer une stratégie énergétique efficace au sein d'une collectivité. Là, on va être sur 4 pôles principaux. Quelles sont les énergies présentes en production locale, en potentiel, en projet, en consommation également? Quelles sont les politiques territoriales à tout échelon, depuis l'ultra-local jusqu'à la politique nationale et européenne? Comment est constitué le tissu économique et mobilité, puisqu'on sait que les énergies, bien souvent, font se rejoindre l'économie et la mobilité? Donc, avoir un recensement efficace, mener des réunions pour pouvoir faire se rencontrer tous ces acteurs qui, aujourd'hui, n'ont pas besoin de se parler, mais qui, demain, gagneront à se parler. Et enfin, par des revues de littérature et des études documentaires, pouvoir assurer une veille des enjeux, des impacts, des évolutions, un benchmark des bonnes pratiques,
On voit bien qu'aujourd'hui, certaines initiatives, suivant le type de territoire dans lequel elles se déploient, peuvent être heureuses ou malheureuses, alors qu'elles ont été pourtant appuyées sur des organes tangibles de montage de stratégie. On va faire juste une petite incursion sur l'hydrogène en soi, puisque c'est aujourd'hui un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Le potentiel hydrogène, quand on vient l'étudier, que ce soit avec une collectivité, des industries, de la mobilité privée, on n'aura que la partie émergée de l'iceberg. Tout ce que l'on a évoqué avant restera indispensable à la constitution d'une stratégie solide. Si vous assurez un socle de veille, de recensement conforme à ce que l'on préconise sur la partie basse du diagramme, là, vous pourrez déployer votre stratégie hydrogène de manière efficace, de manière pérenne. Ce ne sera pas forcément la plus rapide, vous n'aurez pas forcément tout de suite les manchettes de journaux qui parleront de vous, mais vous arriverez au bon moment et de la bonne manière. Alors, passer à l'action, je vous disais qu'il faut changer le logiciel du chef d'entreprise. Comment le chef d'entreprise va pouvoir démarrer sa transition énergétique ? À l'image de ce que l'on connaît dans le risque accidentel, dans le risque industriel, dans le risque technologique, nous proposons que le chef d'entreprise s'inspire de ce qui fonctionne et le déploie sur le risque énergétique. Analyse des risques avec production d'une cartographie, d'un SWOT, vérifier quel label, quelles certifications seraient les plus adaptées pour son activité, quel est l'environnement marché, les concurrences, bien évidemment, mais également les synergies. Je vais vous prendre un exemple qui n'est pas nancéen, mais qui est dans le Grand Est, la plateforme de Paumac-le-Bazancourt, au nord de Reims. C'est une plateforme chimie, une des 17 plateformes chimie de France. Il y a 9 synergies entre l'ensemble des acteurs de cette plateforme. Synergie sur les effluents, synergie sur l'eau, synergie sur la chaleur. En mettant en place cet environnement marché direct et local, vous assurez une solidité plus forte à votre modèle. Vous vous appuyez sur les autres et les autres s'appuient sur vous, ce qui fait que vous pourrez toujours avoir un relais le moment venu. Et enfin, une feuille de route énergétique, où là on va retrouver bien évidemment la politique de transition énergétique et les investissements, mais également un système de management énergétique avec des objectifs SMART pour être certain de pouvoir vérifier, contrôler, mesurer, quantifier tout ce qui va être déployé et s'assurer de la pertinence de l'agenda par rapport aux investissements qui sont prévus. Un budget qui serait décliné par branche et non plus un budget centralisé sous la direction achat, ce qui permet, à l'image de ce que l'on connaît dans la maîtrise des risques accidentels et technologiques, d'avoir des personnels qui sont plus impliqués, d'avoir des acteurs au sein de l'entreprise, des ambassadeurs au sein de l'entreprise, qui sont les acteurs au quotidien de la transition énergétique de l'entreprise. Un plan de continuation de l'activité. Ça, c'est sans doute ce sur quoi on insiste le plus. Aujourd'hui, lorsque l'on fait une analyse du risque, on a tendance à la faire uniquement en interne. Nous préconisons qu'elle soit faite en interne et en externe. Je vous parlais tout à l'heure des sous-traitants, je vous parlais des fournisseurs et même des clients. Si demain, l'un de ces 3 éléments vient à être défaillant, votre chaîne de marché est brisée et vous ne vendez plus ou vous ne produisez plus. Vous pouvez vous en assurer avec des audits internes, vous pouvez vous en assurer avec des chartes qui seraient mises en place, vous pouvez vous en assurer aussi économiquement en mettant en place une politique d'achat qui soit différenciante et qui permette à votre sous-traitant ou à votre fournisseur d'avoir plus d'intérêt à travailler avec vous qu'avec le voisin. Et ça concerne tout le monde. Nous sommes, BCO Conseil, un cabinet de conseil. Les énergies dans notre cabinet, ça va être la lumière, l'ordinateur, la machine à café. Et lorsque nous faisons notre analyse de risque, nous savons que nous gérons les données de nos clients à travers la fourniture d'une prestation externe
qui, lui, dans des grands data centers sur le territoire national, des data centers très énergivores, va stocker nos données sécurisées. Si le gestionnaire de nos données venait à être mis à mal par son renouvellement de contrat d'électricité, le risque, il retombe sur nous. Nous nous devons d'assurer pour nos clients la mise en place d'un plan de continuation de l'activité avec éventuellement une sécurité, un doublon, éventuellement la mise en place d'un contrat sécurisé avec ce prestataire-là qui ferait qu'il pourrait nous garantir, lui, une continuation de l'activité ou la recherche de prestataires complémentaires, le cas échéant. Dernier élément très important sur la feuille de route, la veille réglementaire. Je vous disais tout à l'heure, 2022, ça a été une année un peu particulière. Il ne s'est quasiment pas passé une semaine sans qu'à l'échelle française ou européenne, il y ait une décision importante de prise sur le volet énergétique. Nous avons rarement connu ça sur le volet des énergies. Et depuis 2019 et l'autoconsommation autorisée sur le territoire français, c'est sans doute la deuxième grande révolution réglementaire énergétique qui est en train de se faire en 2022. Cette veille réglementaire, elle est indispensable. Parce que lorsque vous avez des clients qui sont dans des process exigeants, l'agroalimentaire par exemple, pour que votre production puisse rester qualifiée, vous avez l'obligation de respecter un certain nombre de process, d'exigences, avec des temps de séchage, avec des températures, avec des degrés d'hygrométrie. Et tout ça, si vous devez changer d'énergie, si demain vous passez du gaz à l'électrique, de l'électrique à l'hydrogène ou je ne sais quoi, votre process va être modifié. Et votre production peut être disqualifiée. Donc il y a de la R&D à faire en amont. Et on disait que les entrepreneurs voulaient que pour 2025, ça commence à être efficient. Ça veut dire que cette R&D, on n'a plus beaucoup de temps pour la faire. Quand on connaît le temps nécessaire au montage de projets, celui qui veut installer des panneaux photovoltaïques, celui qui veut avoir une production de biomasse sur son site agro-industriel, des choses comme ça, ça prend déjà un certain nombre de mois. Si de plus on doit assurer une évolution de process, là, il est vraiment temps d'anticiper et de décider. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Voilà. Je serai disponible, bien évidemment, comme tout le cabinet, si vous avez la moindre question qui vous vient ultérieurement, si vous souhaitez qu'on échange sur des questions précises. Et surtout, moi-même, je suis curieux d'en découvrir plus sur chacun et chacune d'entre vous. Très bonne journée à vous. Merci.